That's it, Brian? Yes. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue donc dans l'Happy Hour et vous êtes sur Radio Campus Rouen, le 92.9 dans vos postes de voiture ou bien dans votre salon ou alors sur radiocampusrouen.fr sur vos ordinateurs et smartphones. Je suis avec Corentin, aujourd'hui ça va Corentin? Ça va Hambourg, comment ça va tout le monde? Bah ça va super, comme un jeudi quoi, la veille du week-end. Bah ouais, quasiment. Demain, vendredi, c'est le week-end, non Corentin, non, tu vois pas les choses comme ça, toi? Bah pour moi, la veille du week-end, c'est le vendredi. Ah oui, mais le vendredi, c'est déjà le week-end. Il y en a qui travaillent moins que d'autres, apparemment. Ouais. Faut se mettre comme ça dans la tête, faut vivre avec de l'ambition. Bonsoir Bastien, bienvenue. Bonsoir. Dans l'Happy Hour. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Le week-end, c'est le vendredi, non, le week-end c'est un concept que j'ai abandonné, je travaille le samedi. Ah bah oui, bon bah là, bien sûr. C'est perdu. Et voilà, c'est bien. Ça va bien Bastien? Ça va très bien. Première radio, non? En direct, oui. En direct, oui, voilà. Bon bah voilà, vous êtes en direct sur Radio Campus Rouen. Il est 17h02 maintenant. Et voilà, Bastien est un auteur de livres. Il a écrit le livre Rief. Et donc le titre, voilà, donc c'est Rief, hein, c'est ça? Oui, Rief, Chronique de Muchoni. Voilà, Chronique de Muchoni. C'était en deux parties le titre. Livre fantastique, résumé en gros, Corentin. En gros, en 3 lignes. En 3 lignes, une histoire fantastique qui se déroule sur une autre planète, mais toujours sous l'influence de notre bon peuple terrien. Voilà, c'est ça, Bastien, c'est bien résumé. Tout à fait. Bon bah voilà, donc on va parler de ça. On va en parler. En fin d'émission de ce livre que vous pouvez procurer partout, hein, c'est ça? C'est ça, il est disponible en ligne, en librairie, à la commande, partout. Voilà, ça marche bien. Il est sorti il y a 15 jours. Hein, il est sorti il y a une quinzaine de jours, en effet. Et pour l'instant, c'est un bon début. Bah ouais, et puis de bonnes critiques apparemment. On en discutait en off. Les gens ont l'air assez contents. Apparemment, Corentin a l'air content aussi. Il a bien aimé le livre. Voilà, faut savoir que c'est un très long livre. Un très gros livre, oui. 539 pages. Voilà, donc il faut y aller. Mais franchement, ça se lit tranquille. C'est très. Quand on aime le style, une fois qu'on est plongé dedans, on n'en sort pas. Voilà. C'est pas trop compliqué d'écrire un livre comme ça pour un premier livre déjà. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est surtout très très long. Ouais. Et comme on le disait en off tout à l'heure, il y a la tentation de reprendre, de recommencer, parce qu'on n'est jamais satisfait vraiment de ce qu'on fait. Et c'est toujours la question du choix. De dire, là c'est fini, j'y reviens plus. Et alors là, comment ça se passe Quand est-ce que vous avez dit voilà, bon là, ça y est, c'est fini, j'arrête? Quand j'ai réalisé que si je me laissais aller, je reprenais tout depuis le début et que j'en aurais pour encore 5 ans. Et vous avez mis 5 ans pour écrire Ça m'a mis 4 ou 5 ans à peu près pour écrire le tout. Alors là oui, c'est fort. C'est 5 ans, c'est long. C'est long, faut être motivé. Ça a été en plusieurs étapes. Il y a eu un début un peu anodin, c'était comme ça, en distraction, j'écrivais. Ensuite, c'est devenu sérieux et finalement, je me suis dit vraiment, là, je veux écrire un roman, je veux éventuellement le faire éditer. Ouais. Et je m'y mets. Et donc là, ça allait beaucoup plus vite juste après ça, quoi. Là, à partir de ce moment-là où l'ambition est arrivée, la motivation est arrivée, puis là, on fait un livre de 539 pages. Ça va plus vite et en même temps, vu qu'on veut faire mieux, on se concentre plus sur ce qu'on fait et on est plus exigeant avec soi-même. Ouais. Donc, ça va plus vite quand on y est. Et par contre, quand on réussit pas à mettre le doigt dessus, on peut s'énerver et on n'avance pas. Voilà, c'est possible. Et donc, vous êtes étudiant à côté? C'est ça, je suis en Master 1 MEF pour être professeur d'anglais à Mont-Saint-Aignan. D'accord. Tu te débrouilles bien en anglais, toi, Corentin? Catastrophe ambulante. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on discute avec quelqu'un, on lui demande s'il est bon en anglais, il dit toujours ça. C'est bizarre quand même. Donc ouais, non, très mauvais en anglais. En anglais, tu laisses tomber avec moi, c'est pas possible.
Bon, pourquoi avoir choisi l'anglais? Vous allez écrire un livre en anglais d'ailleurs, peut-être C'est pas prévu pour le moment. J'ai traduit un livre en anglais, Ah oui. mais pour le moment, c'est pas du tout prévu d'écrire en anglais. Je suis beaucoup plus à l'aise quand même avec le français. Ouais. Puisque j'ai pris l'habitude d'écrire en français. Ah, Niveau vocabulaire, surtout, c'est pas la même chose. Niveau tournure non plus. Donc, l'anglais peut-être plus tard, quand j'aurai peut-être plus l'habitude de l'utiliser, mais je ne pense pas. Après, je pense que ça peut que être plus facile, puisque apparemment la langue française est la plus compliquée des langues au monde, apparemment, à l'écriture et puis au parler aussi. Mais aussi on a une la des plus riches. Voilà, on a la Pour chance d'avoir l'écriture, une... c'est une grande chance. Voilà. La langue de Shakespeare, c'est autre chose. C'est, la conjugaison est différente déjà. Enfin, il y a beaucoup de... Même le lexique, il est différent aussi. Ils vont au plus simple, hein, les Anglais. Ils vont souvent au plus simple. Ouais, Ouais. c'est vrai que nous, on a tendance à se prendre la tête pour tout. Hein. C'est ça. Il suffit de voir le nombre de temps qu'on a et le nombre de temps qu'ils ont. Oui. Les subjonctifs, on en a plusieurs. Le subjonctif, déjà, c'est une notion qui est assez abstraite en anglais, qui est ancienne, datée, qui n'existe quasiment plus. Enfin, c'est plus simple l'anglais, oui, à utiliser, à apprendre, que le français où il y a plus d'exceptions qu'il n'y a de règles finalement. Donc, Voilà. Et donc, avoir choisi le sujet, enfin, en gros, le monde du fantastique, c'est quand même une référence à l'anglais, ça. Le fantastique vient de l'Angleterre, plus ou moins. Harry Potter, Seigneur des Anneaux, tout ça, c'est pas français. Enfin, on n'a pas trop de livres en France là-dessus. Enfin, dans l'histoire française du fantastique. Dans la littérature française, le fantastique est Faut pas... dire que Après, si, on a quand même la religion qui est... Non, il faut dire Après, aussi que le c'est un autre fantastique... débat, mais c'est assez... Là, c'est encore autre chose. Il y a la mythologie, tout ça, enfin, c'est très fantastique. Mais il faut dire Mais, que le fantastique et le fantastique sont un style qui ont eu beaucoup de mal à trouver leur public. Et c'est vrai que ceux qui ont fait les premiers grands livres, bon, bah, c'est Tolkien, Lewis, Rowling. Oui, bon, là, c'est des anglophones. Mais... Voilà. Non, c'est vrai que, Bastien, vous êtes d'accord là-dessus, c'est quand même sorti de l'Angleterre et des États-Unis. ça, c'est en tout cas, ouais, ça a trouvé son public grâce à ça. Voilà. Grâce à la Donc c'est une référence à l'anglais. J'aurais pas été jusqu'à dire référence, mais de ce point de vue-là, on peut le dire. On peut partir de ça. Eh ben, on reviendra dessus en fin d'émission. Tout de suite, je vous mets un petit disque là. Et puis après, on parlera de vos infos. Il y aura de la météo, de l'information. On aura une longue interview que Daniel nous a laissée, qu'il a fait avec David Boé. On reviendra là-dessus au milieu d'émission. Et voilà, vous êtes dans l'Happy Hour. Il est 17h07. Et on se joue Big Flo et Oli à l'heure. Sympa, un petit rap. Ils ont été groupe duo francophone de l'année au Energy Music Awards. On s'écoute à l'heure sur Radio Campus Rouen. Vous êtes sur Radio Campus Rouen, il est 17h10 et je vous ai joué Big Flo et Oli à l'heure, sacré groupe francophone duo de l'année sur Energy Music Awards. Alors après, chacun en pense ce qu'il veut. Il y a Corentin et Bastien qui s'entendent plutôt bien, hein. Enfin, ils sont en plein débat tout le temps. C'était sur quoi là le sujet Sur Tolkien et sur ses adaptations au cinéma du Seigneur des Anneaux et de l'adaptation en série qu'ils veulent faire. Ah, mais alors là, forcément, ça fait beaucoup débat. Hein. Au niveau des fans, c'est comme quand Disney a racheté Star Wars. Alors là, ça fait couler de l'encre, cette histoire. Je vous explique pas. Alors moi, qui n'a jamais vu Star Wars... Alors là, bon, Bastien s'en va. Oui, en plus, il a le t-shirt de Star Wars. Ouais, bah, puis t'as un autre fan avec toi comme chroniqueur. Voilà, ouais, non, mais c'est vrai qu'il faut que je m'y mette. Non, mais faut aimer aussi. C'est aussi ça. Non, mais je ne critique pas. Je pense que c'est très bien parce que ça rencontre son public. Donc je pense que c'est très bien. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder les 7, 8. Alors il y en a 7 pour le moment, le 8e qui va sortir et un spin-off qui est déjà sorti. Ouais, bon alors voilà, donc forcément... Et je parle en tout, hein, pour pas me faire tuer par les fans qui disent non, il y en a que 3, Non, on parle alors, tout qui ont le titre Star Wars. Voilà, donc ça c'est... En plus il y a une activité, hein, je sais plus comment ça s'appelle, quand on regarde 7 épisodes d'un coup comme ça, en une journée, je sais plus comment on appelle ça. C'est le binge-watching. Voilà, donc je vais essayer de faire ça, il faudrait plus d'une journée je crois. Bah si tu comptes tous les regarder, il va te falloir plus d'une journée. Ou Ouais, alors je tu crois fais que ça. Ouais, ça doit être de minuit à 24h, et encore, ça suffira pas. Ça doit être 2 ou 3 heures par épisode, je crois, c'est ça. Hein. C'est ça. Ouais, faut 8 films. Faut aimer le film, ouais. Mais je pense que ça peut se faire. Hein. Les Harry Potter, c'est pareil. Mais par contre, je suis fan d'Harry Potter. Vous voyez, comme ça, voilà, ça nous relie, hein, c'est bon.
Vous m'en voulez plus. Non. Mais non, t'en fais pas. Harry Potter, Hunger Games aussi, le labyrinthe que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà, bon. On aura l'occasion de revenir tout ça là-dessus parce que j'ai l'impression que je vais jamais faire mes infos moi. Non, là, on va finir par les oublier. Ah C'est oui, un petit on va- peu les bases de la Happy Hour. Oui, donc, quand même. Hein. Donc, tout de suite, votre météo dans la Happy Hour. Merci d'être avec nous. On parle culture ce soir. Hein. That's it, Brian? Yes. Demain, quelques pluies sous un vent sensible, des températures en légère progression pour demain matin 8 degrés et demain après-midi 12 degrés. Votre première soirée du week-end sous le signe de la douceur avec un temps nuageux et un 10 degrés et 9 degrés cette nuit. En ce moment, un crachin sur la zone de Rouen, 8 degrés ce soir et on perdra 1 degré dans la nuit. Demain, donc Saint-Léon, si vous connaissez un Léon, bonne fête à lui. Et le soleil se lèvera à 8h03 et se couchera à 17h15. Votre circulation sur Rouen se fait sans problème sur la 28 et la 13. Fermeture du tunnel sur la N28, applicable à tous les véhicules de Rouen vers Isnoville et de Rouen à Darnétal. Hein. Les routes sont coupées sur les deux voies. La N338 sortie fermée, donc ça c'est pour Rouen vers Paris ou vers Petit Couronne, hein, sur voie de décélération jusqu'au 31 mars 2018 à 23h59. Donc ça c'est des travaux qui vont durer assez longtemps. Travaux d'entretien ce soir de Paris vers Rouen, sens sud-nord, à Grand-Quevilly sur voie de droite, donc jusqu'à 5h du matin, exceptionnellement suspendu. Voilà pour votre bison futé, c'est important aussi. L'anniversaire du jour, aujourd'hui, l'anniversaire d'un humoriste, mais je ne dirais pas tellement humoriste, je dirais plus poète ce soir. Corentin nous en parle, il est français, il est décédé malheureusement, il aurait Attention, 40... il est français ou il est belge Ah, ça fait débat cette question. Hein. Il est européen et je pense qu'on est tous pareils. Et donc il est très important, je pense, pour l'humour français et ce n'est pas Coluche. C'est un autre, on peut les citer, hein, parmi le top 3, il y aurait Coluche, Kaku et lui, je pense. Hein, Raymond DeVos. Raymond DeVos, on se rappelle de son sketch notamment Je veux parler pour ne rien dire ou On part pour quand ou beaucoup de jeux de mots comme ça, beaucoup de poésie. Corentin va nous en parler. Alors Raymond DeVos, qui est né le 9 novembre 1922 à Mouscron en Belgique et qui est mort le 15 juin 2006 à Saint-Rémy-les-Chevreuses dans les Yvelines. Donc on peut le considérer en effet comme un humoriste français qui est resté célèbre pour ses jeux de mots, ses qualités de mime, son goût pour les paradoxes cocasses et les non-sens, et bien sûr la dérision. Mais il faut savoir qu'il n'a pas toujours été artiste. Bien avant d'être artiste, il a été coursier en triporteur, libraire, crémier aux halles. Et pendant la guerre, il a aidé à garder le moral en proposant des spectacles à ses compagnons d'infortune grâce à des instruments de fortune qu'il a emportés avec lui et qu'il héritait de ses parents. Après la guerre, il a commencé à prendre des cours de théâtre. Et c'est vraiment à partir de là que sa carrière va vraiment commencer. En 1948, Raymond DeVos monte un numéro burlesque, Les Trois Cousins, avec André Gilles et Georges Denis. Les trois partenaires se produisent au club Le Vieux Colombier et La Rose Rouge. Ensuite, il fait un duo avec Robert Verbeek, Les Pinsons, en chantant des parodies comiques des chansons de cow-boy. Mais alors, c'est au hasard d'une tournée théâtrale des villes casinos de la compagnie de Jacques Fabry à Biarritz qu'il va découvrir l'absurde et le comique de situation. Notre spécialité française, made in Molière. Voilà, c'est bien, j'oublie les noms, ça commence bien. Molière, hein, c'est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose aussi pour ça. Non, bah non, C'est pas... rien du tout. Donc on a par exemple ces comiques de situation avec le maître d'hôtel dit « Je voudrais voir la mer, vous n'y pensez pas, elle est démontée, quand la remonte-t-on ?» Voilà, Ouais, l'humour c'est l'humour Raymond DeVos. emblématique de DeVos, ces petites... Alors moi je suis pas objectif, c'est pour ça que j'ai demandé ce que Corentin la fasse, que moi j'adore. Hein. Perso, je suis un grand fan de Raymond DeVos, donc je préfère que Corentin fasse, il a plus d'objectivité. Ce sketch sur qui lui apprend... Ouais, c'est un sketch d'ailleurs avec ses répliques qui lui inspirera la mer, puis aussi le quart pour quand. Il fait aussi un cabaret, le Cheval d'Or d'abord, puis il y a l'Écluse et les Trois Baudets. Il teste ses premiers sketchs et le personnage qu'il allait, au fil du temps, impressionner le public. Remarqué par Maurice Chevalier, il passera une première partie de son spectacle à l'Alhambra et il gagnera la considération. Son sketch, Le plaisir des sens, le rend célèbre. Mais dites-moi, laitier, ton lait va-t-il tourner ?
t'en fais pas, je fais mon beurre. Voilà, des répliques. C'est une réplique en plus de saison, enfin dans ce moment quoi. oui, c'est vrai un peu. On manque de beurre, c'est vrai. T'as autre chose Ah ben oui, on va dire, ce qu'il faut dire, c'est que Raymond DeVos multiplie dès lors les apparitions dans les salles de spectacle. Et bientôt les plus grandes, Bobino, l'Olympia, et tous se l'arrachent. Son spectacle en plus va s'enrichir sans cesse avec des mimes, des comédiens, des musiciens, des jongleurs, de l'équilibrisme sur monocycle, pas facile à dire en radio. Ça non plus. Il jongle aussi bien avec des petites balles qu'avec des boules de 5 kg. Ses prouesses physiques sur scène suscitent l'étonnement, puis le rire, en regard de sa silhouette rebondie avec son pantalon retenu sous le ventre par ses bretelles. Raymond DeVos triomphera par la suite sur le petit écran dans Italique face à Georges Mathieu pour la présentation du film La raison du plus fou de François Reichenbach et sera régulièrement invité par Jacques Chancel sur de grands échiquiers. Je pense que voilà, en même temps, c'est pas facile de résumer la carrière d'un grand humoriste comme Raymond DeVos en 3 minutes. Mais voilà, très bien réussi en tout cas, Corentin. Et donc Raymond DeVos, allez l'écouter sur YouTube, il y a tous ses sketchs. Il faut découvrir ce gars. Je trouve que... Et surtout, ne pas faire l'amalgame et qui n'a rien à voir avec Coluche, même si on retrouve le symbole du clown. C'est un humour totalement différent. C'est un humour avec beaucoup de poésie, beaucoup de faux sens. On l'a pas surnommé le jongleur des mots pour rien. Voilà, et puis Coluche était plus dans la dégaine et plus dans la critique aussi. Dans déranger, tout ça. Raymond DeVos n'est pas trop dans cette situation, un petit peu mais moins. Donc mais bon, c'est vrai que ça fait partie de l'histoire de l'humour français, je pense. Raymond DeVos en faisait partie, donc on a voulu marquer le coup. C'était son anniversaire, il est malheureusement décédé en 2006, mais c'était son anniversaire tout de même aujourd'hui. On salue la famille et tous les fans de Raymond DeVos qui nous écoutent. Tout de suite, on passe à vos infos sur Radio Campus Rouen. Il est 17h19. That's it, Brian? Yes. Aujourd'hui, journée du harcèlement scolaire dans les académies de Caen et de Rouen. De nombreuses actions sont menées dans les collèges et les lycées de Normandie pour sensibiliser les élèves à ce fléau. Le harcèlement scolaire peut aller très loin. En Normandie, 4 drames ont eu lieu entre 2016 et 2017. Une jeune collégienne de 13 ans s'est suicidée à Grand-Quevilly, près de Rouen, en mars 2017. Cette adolescente aurait été victime du harcèlement. Fin février 2017, Baran, 14 ans, s'est donné la mort en se jetant du 13e étage de l'appartement familial à Canteleu. Après sa famille, l'adolescent était victime de harcèlement au collège. Les enquêtes sont toujours en cours concernant ces 2 affaires. Si le harcèlement scolaire a baissé de 15% depuis 2010, les violences morales et physiques sont toujours très présentes dans les écoles primaires et les collèges. Et le cyberharcèlement est de plus en plus prégnant. En gros, l'histoire du harcèlement, c'est très important d'en parler et faites gaffe à ce que vous dites sur les réseaux sociaux, les amis, c'est super important. Vous vous rendez pas compte quelquefois de la hauteur de ce que vous pouvez dénoncer. Corentin, ça te parle, toi, le harcèlement? On a tous été harcelés un peu à l'école. Subi, que ce soit au collège, au lycée, certains le subissent encore à la fac. Je pense que personne n'y a échappé à un moment de sa vie. Je pense que c'est la méchanceté humaine. Toute sa vie, on est harcelé un peu plus ou moins. Mais faut pas aller trop loin non plus. Et faut faire attention à ce qu'on dit et après ce qu'on fait aussi. Nucléaire, un incendie de sûreté significatif signalé à la centrale de Palouel en Seine-Maritime. C'est dans le cadre d'un plan de contrôle lancé par EDF à la suite d'un précédent incident qui a permis de découvrir des défauts locaux de corrosion dans la centrale nucléaire de Palouel. Près de Rouen. Une déclaration d'événement significatif de sûreté a été faite aujourd'hui auprès de l'autorité de sûreté nucléaire. Les défauts ont été repérés sur les vases d'expansion des 2 diesels de secours des unités de production numéro 1 et 2. En gros, ce qui s'est passé aujourd'hui, donc pas d'inquiétude, apparemment tout est redevenu à sa normale. Pour l'agenda de Rouen ce soir, que faire? Et à la 2e soirée IESN, rendez-vous à partir de 21h et jusqu'à minuit au Bifort dans la boîte qui sera privatisée. Vous vous renseignez, la boîte est marquée sur l'événement. L'entrée pour cette soirée qui s'annonce mémorable sera de 15e, elle comprend un apéritif de 15 €, elle comprend un apéritif avec 5 consommations offerte pour un Bifort réussi.
Différentes activités seront proposées pour passer un bon moment. N'oubliez pas de faire vos équipes de 3 personnes pour le fameux tournoi de beer pong, histoire de bien commencer la soirée. C'est la grosse mode des beer pong, il y en a partout en ce moment. Je sais pas ce qui se passe partout. Hein. Donc, je crois qu'il y a un tournoi, il y a des équipes vraiment importantes et il y a vraiment un concours de beer pong. Il y a des champions de beer pong qui jouent à Rouen en ce moment. C'est une vraie, non mais c'est une vraie activité. Hein. C'est un vrai sport, Corentin. Tu rigoles, mais non mais c'est vrai. Faut pas, je l'ai déjà vu, c'est quelque chose de fort. Hein. Ils sont super, c'est encore plus dur que d'écrire un livre, je crois. Le beer pong, franchement, il faut vraiment être concentré. Ils jouent Pourquoi pour lancer la balle ou pour réussir à supporter les verres qu'ils boivent après? Non, ils les boivent pas. Non, bien sûr. Et on rappelle, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà. Demain au Spooky Party, voilà, nous voilà à la moitié du semestre et il est grand temps de refestoyer comme il se doit. Ton nouveau BDE t'attend donc le vendredi 10 novembre à 21h pour la Spooky Party au Crystal Bar. Viens te détendre et te remettre extrêmement bien avant tes CC et tes examens, toi étudiant du Madrier. Voilà, donc c'est ce qu'ils disent. Hein. En gros, ouais, les examens ça arrive bientôt là. Alors je sais pas en MEF comment ça se passe, mais c'est bientôt, je crois. Enfin non, en MEF c'est différent parce qu'il y a des stages, tout ça, il y a des concours aussi, donc c'est pas le même délire que pour les licences. Corentin, au mois de janvier, licence. Pour les partiels. Ouais. Ben là il y a les premiers, il y a les qui vont arriver. Hein. Il y a quelques contrôles qui sont arrivés. De l'histoire ancienne pour Bastien évidemment, mais t'as fait quoi avant vous avez fait quoi pardon avant d'être en MEF? J'ai fait une licence LLCE, donc langue, littérature et culture étrangère. D'accord, voilà. Les partiels, ça se passait plutôt bien. Oui. Voilà, bon bah super. Voilà, donc allez vous détendre avant les partiels au Spooky Party au Crystal Bar. On passe tout de suite à la recette du jour. Ce soir, je vous cuisine des crevettes sautées à l'ail. Des crevettes sautées à l'ail, c'est pas mal. Yes. Vous en avez environ pour 15 minutes, c'est très simple et il y en a pour 5 € par personne. Pour 2 personnes, je vous fais par exemple, voilà, pour 2 personnes, 10 crevettes pour une entrée, une gousse d'ail, persil, farine, sel, poivre et huile d'olive. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une poêle, d'un couteau, d'une assiette, d'un saladier, d'un bol et d'un couteau. Pour la préparation, veuillez hacher l'ail dans un bol, mélanger une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel et d'ail, nettoyer et éplucher les crevettes et en leur laissant la queue. Entailler délicatement les abdomens pour retirer les viscères, les déposer sur un plat recouvert de sopalin, mettre les crevettes dans un saladier et les saupoudrer avec la farine. Les mélanger à la main pour bien les enrober. Dans une poêle, faire chauffer un filet d'huile d'olive, ajouter le mélange ail, sel, poivre et faire cuire les crevettes environ 2 minutes de chaque côté, les retirer et les égoutter sur du papier absorbant. Une fois cuites, saupoudrer de persil et bon appétit à tous. Voilà, ça c'était pour la petite recette. On va maintenant s'écouter un entretien que Daniel a eu avec David Bowie qui nous raconte... Avec nous en studio, nous accueillons David Bobet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes bien connu des Rouennais, des Rouennaises, des Normands et des Normandes, mais pas que. Mais on va quand même vous représenter. En tout cas, faire une première ébauche de présentation. Hein. Vous êtes directeur du Centre dramatique national de Normandie-Rouen, puisque c'est l'appellation retenue depuis la fusion des 2 régions. Vous assumez donc la direction du CDN Normandie-Rouen depuis septembre 2013 et vous êtes metteur en scène, scénographe, réalisateur et scénariste. Est-ce que ça correspond à vos activités, à ce que vous êtes? Oui, absolument. Ouais. D'abord, une première partie de mon métier, c'est effectivement de faire de la mise en scène et d'avoir comme ça un travail artistique. Et puis l'autre partie, c'est de diriger une équipe, des théâtres, d'assurer une programmation, d'assurer des productions et d'animer, de participer, à animer culturellement une métropole, une région. Et puis au-delà, c'est un équipement national, donc de pouvoir avoir une inscription, une visibilité nationale. Alors le CDN Normandie-Rouen justement à l'échelle de la métropole et du territoire, comment ça marche? Enfin, comment on anime une équipe de cette envergure qui a pour territoire de référence une métropole?
C'est tout l'enjeu et la beauté de ce projet de CDN, c'est qu'il repose sur 3 équipements dans 3 villes. Donc le petit théâtre de centre-ville de Rouen, le théâtre des Deux Rives, le grand théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly, et bientôt cet immense plateau, ce centre culturel qu'on attend patiemment mais avec une grande excitation, qui est le nouveau centre culturel à Mont-Saint-Aignan, qui va ouvrir bientôt en lieu et place du centre culturel Marc Sangnier. Voilà, alors ce sera peut-être encore le nom et l'appellation de Marc Sangnier qui seront retenus. Sachez que la ville de Mont-Saint-Aignan a ouvert une consultation justement pour recueillir les suggestions et autres propositions de noms qui pourraient être données à ce nouvel équipement qui remplace Marc Sangnier. Ouverture prévue pour la rentrée 2018. C'est ça. Septembre. La consultation a eu lieu. D'accord, c'est fait. Oui, c'est fait. Donc les habitants à 54% se sont prononcés en faveur du changement de nom. Et donc il y a 3 noms qui sont en lice. Et la population va être appelée à voter pour choisir maintenant le nouveau nom du centre culturel. Voilà, 54, c'est une majorité. C'est passé ric-rac, mais c'est passé quand même. Oui, c'était très serré pendant très longtemps, et c'est vraiment sur la dernière semaine que en fait le changement de nom a été voté. Alors on imagine que pour être fin prêt à la rentrée 2018 au niveau de la saison culturelle et de la programmation, on imagine que les équipes sont déjà au four et au moulin. Cette programmation sur ce nouveau centre culturel, elle a vocation à être complémentaire des 2 autres équipements, ou bien est-ce qu'on se situera sur une programmation qui est plutôt dans la continuité assez similaire ? C'est le projet du centre dramatique qui se redéploie maintenant sur l'entièreté de ces 3 sites. Jusqu'à présent, on programmait des choses à Mont-Saint-Aignan, mais dans des hors les murs, sur le campus universitaire, à la maison des étudiants ou au Rexy. Ce soir, il y a une première, par exemple, au Rexy, ou dans d'autres lieux, des spectacles extérieurs. Et là, on va intégrer ces murs. Et alors, évidemment, on se prépare, mais en fait, ça fait déjà 3 ans qu'on se prépare, puisque ces travaux ont pu prendre un petit peu de retard, et qu'on a aujourd'hui une impatience qui fait qu'on a très très envie d'investir ces bureaux, ces plateaux, cet espace public, et puis d'y mettre en œuvre le projet du CDN. C'est-à-dire un CDN, c'est avant tout un lieu de création. Donc c'est des productions qui vont se faire, des répétitions qui vont se faire, qui permettent aussi d'impliquer la population alentour sur le travail théâtral en train de s'inventer. C'est-à-dire c'est pas juste un lieu de diffusion, comme un espèce de lieu de passage où les équipes artistiques arrivent, jouent et repartent, mais c'est vraiment un lieu de résidence. C'est-à-dire des artistes vont vraiment être en création ici, produire des œuvres, et à partir de ces œuvres, participer au dynamisme, à la vitalité, au rayonnement et à l'attractivité de ce territoire. Alors, nous sommes sur Radio Campus, et nous partons du principe que l'essentiel de nos auditeurs et auditrices sont étudiants et étudiantes, ou en tout cas rentrent dans la description de ce qu'on entend par jeune. Est-ce que le théâtre aujourd'hui, et plus précisément l'offre proposée par le CDN et les CDN, est-ce que vous avez le sentiment que le public jeune et étudiant s'approprie ce type d'offre culturelle ? De plus en plus, je m'en aperçois là dans la constitution du public qui fréquente déjà les 2 premières salles du CDN. C'est vrai que ce projet-là, il est très, très innovant, c'est-à-dire c'est le plus jeune centre dramatique national de France, puisqu'il a 4 ans, il vient tout juste d'être créé, et la programmation qui est proposée, elle est transdisciplinaire, elle mélange les disciplines dans des spectacles de théâtre principalement, mais qui mélange et qui intègre des éléments de cirque, de cinéma, de musique live, de danse, d'art visuel. Il y a cette espèce d'énergie de la création la plus contemporaine, et
pour la forme et pour le fond, il y a un projet au CDN de faire un théâtre très engagé, très humaniste, dans un humanisme du 21e siècle. Donc effectivement, il y a un phénomène de rajeunissement du public du CDN et l'impatience d'arriver à Mont-Saint-Aignan, c'est aussi de retrouver ce public étudiant que l'on côtoie lorsqu'on programme à la maison des étudiants, mais que géographiquement, de fait, on s'est un petit peu éloigné de lui. Oui, rappelons que les pôles universitaires sont assez éparpillés sur le territoire de la métropole. On a un pôle important à Mont-Saint-Aignan et d'autres un peu moins conséquents, mais qui restent tout aussi importants à Pasteur, à Martinville, au Madrier. Le tout pour à peu près 40 000 étudiants répartis sur l'ensemble de la métropole. Voilà pour le côté office du tourisme. En ce moment, David Bobet, il y a des projets en cours, il y en a peut-être et sans doute d'autres qui vont se concrétiser très prochainement. Est-ce qu'on peut en parler ? Bien sûr. Le projet le plus énorme pour l'instant, c'est effectivement la création de ce centre. C'est-à-dire que demain, on a les clés. Au printemps, on a les clés. On commence à investir ce bâtiment, à le faire vivre, à l'équiper techniquement pour une ouverture à la rentrée avec une création que je vais signer. La création de Per Gynt d'Ibsen, une espèce de grand spectacle. Parce qu'il faut savoir que le centre, il va y avoir donc ce CDN avec un très grand plateau, un très beau plateau, et un grand plateau appelle de grandes œuvres dans leur format, des grands spectacles avec des compagnies nombreuses, avec des acteurs nombreux au plateau, avec des décors importants. Et c'est vrai que ça appelle ce type de grands moments de fête populaire que le théâtre peut proposer. Donc voilà, ce spectacle Per Gynt, ou alors plus tard la nouvelle création de Thomas Joly, Tieste, donc avec la Piccola Familia. Enfin voilà, c'est ce type de format qui va être programmé ici à Mont-Saint-Aignan. Il y a ce grand plateau, mais il y aura aussi un plateau plus petit, qui est l'ancienne salle en fait, du centre culturel, qui a été complètement rééquipé, rénové, et qui est absolument modulable, où on peut proposer des formes plus de recherche, plus expérimentales, plus laboratoires, avec la possibilité de mettre les spectateurs en frontal, en bifrontal, en quadrifrontal, etc. Et puis il y a plusieurs acteurs dans ce centre, et c'est aussi un des très beaux enjeux de cette ouverture, c'est qu'il y a bien sûr le théâtre et le CDN, mais il y a aussi à deux minutes du campus universitaire, donc c'est sur la place Colbert, hein, c'est juste derrière, il y a une bibliothèque. Il y aura une école de musique, une école de jazz, les services culturels de la ville de Mont-Saint-Aignan. Donc c'est l'idée aussi d'un centre comme ça, à plusieurs têtes, qui appelle à la collaboration, à l'échange, au partage, et à inventer des choses où, au final, on n'est pas chacun chez soi dans sa chapelle, fermé sur sa propre discipline, mais vraiment dans la création et la constitution d'une politique culturelle assez généreuse et assez mobile. Voilà. Alors justement, est-ce que c'est pas un peu compliqué ? Est-ce que ça peut ne pas devenir compliqué ? Là, on parle de création artistique. On sait à quel point il y a une dimension don de soi pour celles et ceux qui sont dans la création. Et mutualiser, partager, est-ce que ça se fait facilement et naturellement pour les créateurs ? Oui, bien sûr. Il faut, en tout cas, il faut. C'est difficile de tenir un discours un peu généraliste sur les créateurs. Moi, je sais que j'ai besoin de la rencontre du public et d'autres, et de l'échange, du partage, pour pouvoir faire des spectacles. Je me bagarre pour que l'art ou la création ne soit pas du tout détaché de la vie, mais naisse de la vie, des échanges, du contexte et des rencontres. Donc c'est cette horizontalité de la création au cœur de la ville, au cœur de la vie, au cœur du territoire, l'implication des publics qui, pour moi, c'est le meilleur terreau pour faire grandir, faire pousser des inventions. That's it, Brian? Yes. Ce soir, nous recevons
Bastien Jardot qui écrit Relief chronique du Machoni aux éditions Les mots qui trottent. Bonsoir, donc Bastien, on a déjà parlé longuement en début d'émission. Hein. Bastien, c'est très sympathique, qui a écrit voilà, un livre de 539 pages, qui est pour moi une épopée en lecture. Mais que Corentin s'est empressé de lire et l'a plutôt bien lu. T'as bien aimé, hein? Ah, j'ai beaucoup aimé. J'ai Voilà. beaucoup aimé l'histoire. Bon. Alors pour ta première chronique de livre devant l'auteur, tu vas pas être trop méchant là. Non, on va pas. Bah, surtout que je vais avoir du mal à être méchant sur un livre que j'ai beaucoup aimé. Voilà, Ça va être compliqué. ça va être compliqué. Donc oui, le résumé hein, en 2-3 mots. Là maintenant, je vais demander à Bastien de le faire du coup, parce que Corentin l'a fait. Est-ce que ça va être pareil? On sait pas. C'est pas facile de Ça va résumer être ce qu'on a dur. fait. Hein. Résumer Mais, un livre qu'on écrit, ça va Ouais, être ouais, très c'est dur. compliqué. Alors, C'est très difficile d'en parler en quelques mots, c'est pour ça que j'en ai fait un roman Ouais, de ouais. 20 pages. En quelques mots, c'est une épopée entre le futuriste et l'heroic fantasy qui mêle un personnage des personnages hors du commun avec des destinées également hors du commun et une mythologie hors du commun. voilà, bah c'est bien résumé ça aussi. Alors apparemment, Corentin, on en a discuté en off, il m'a dit si on doit le placer à côté d'une autre œuvre, on la place à côté d'X-Men, c'est ça? Alors, disons que on voit, on en parlait justement avec Bastien qui disait que cette remarque lui a été faite. Bon, que c'était une influence involontaire. Oui, quand on lit l'histoire, on se rend compte qu'il y a une référence, en l'occurrence involontaire, un peu à X-Men sur les personnages de Wolverine et de l'Institut Charles Xavier. Mais ça reste une référence du coup involontaire, mais fort sympathique. Et c'était important pour vous d'avoir un anti-héros comme personnage principal? J'irais pas jusqu'à dire que c'était important, mais je voulais pas que le personnage soit différent. Je savais que le côté anti-héros qui découle de la violence du personnage qui est quand même assez marqué, ce côté-là vraiment était important pour moi et fait vraiment partie de la construction du personnage. S'il n'y a pas ce côté-là, le personnage, il est pas ce qu'il est. Donc c'était essentiel. Alors pourquoi vous avez choisi le fantastique et pas le policier, pas le... Pourquoi le fantastique? C'est quelque chose qui reflète la raison pour laquelle j'écris, tout simplement. Je pense que des choses réalistes, on en voit assez tous les jours. On voit assez de faits divers dramatiques, de trucs tristes qui nous entourent, etc. Donc moi, si j'écris à la base, c'est pour sortir de la réalité, pour proposer des voyages, des choses hors du commun. Encore une fois, ça revient. Et comme je suis un grand fan de futuristes, puisqu'on peut en faire vraiment tout ce qu'on veut, j'ai choisi de partir dans cette direction-là. C'est pas comme un truc médiéval, une œuvre médiévale, on va forcément devoir s'adapter sur certains codes préétablis, sur certaines réalités historiques. Dans le futuriste, on peut imaginer que ça a évolué de toutes les façons possibles et imaginables. Donc je suis parti dans le C'est vrai futuriste. ça. Juste pour ça. C'est vrai, le futur, on peut... Par exemple, toi, Corentin, si on te dit futur, quelle est pour toi la vision du futur? Moi, j'ai l'impression Oh là. qu'il y aura des voitures qui roulent, qui voleront. Je sais pas pourquoi. C'est la ouais. vision que j'ai. Ah, moi je vise plus haut, moi je vise carrément la téléportation. Ah ouais, tu penses que les gens pourront se téléporter? Bon, on en a pour quelques milliers d'années avant d'en arriver là, mais au moins ça sera encore plus efficace. Ouais, bah c'est le futur, hein, les milliers d'années. Non, Bastien, mais... c'est quoi pour vous le futur? Le futur, je le vois quand même un peu moins joyeux que ça. Ouais. Ah bon. Je serais plutôt pessimiste sur le futur, mais Surtout quand on voit le on va sort se de la projeter. Terre dans les chroniques de Muchoni qui s'en est pas sorti si bien que ça. c'est ça. Hein, la Mais alors Terre, justement, on parle de fantastique, donc c'est une œuvre totalement fantastique. Il y a rien de réel dans l'histoire, mais on s'aperçoit tout de même. On prend l'exemple des grandes puissances suprêmes de la planète, et là on a alors les États-Unis, c'est ça? Alors, l'histoire, voilà, aujourd'hui, il y a l'Empire terrien qui s'étend sur une bonne partie de l'espace, mais à la base, c'était les États-Unis, la Chine, le Japon et la France qui ont expédié les terriens vers l'espace et vers la technologie. Mais alors, est-ce que c'est un peu réel tout de même ça, les suprêmes? Faut pas qu'on se donne des fleurs, mais c'est vrai que on fait partie des grandes suprêmes du monde, des grandes puissances suprêmes du monde. Donc voilà, les États-Unis, le Japon, la Chine, la France, on va rajouter l'Allemagne, on va rajouter d'autres pays également. Mais voilà, donc ça c'est réel tout de même. On se base quand même sur quelques signes réels tout de même. C'est ça, il y a quelques petites inspirations de la Voilà. réalité, de notre temps, etc. Et un peu de chauvinisme. Hein. Oui, La France y est un peu pour ça aussi. Mais oui, il y a cette base-là. Et à partir de cette base, comme je disais, on peut imaginer que ça puisse éventuellement évoluer dans ce sens-là. Après, bon, il y a un certain nombre de limites qui se posent à cette théorie-là dans Bien le sûr. livre.
On Mais, reste sur de l'IRL. c'est ça. On est parti totalement. On est parti très loin. Ah bah oui, on est au 3e millénaire, donc on est Voilà, parti très loin. voilà, on est au 3e 3e millénaire. millénaire sur une planète totalement inconnue pour nous, donc... Voilà, bon. Et alors apparemment, on reste sur notre fin, Corentin. Alors, on va pas spoiler la fin, mais... non, faut pas parler de la fin. Mais on la dit fin, juste que... la fin est faite de telle manière elle est qu'on se subie. dit, ça peut avoir une suite. Et limite, on a envie d'avoir une suite. Alors on va poser la question à l'auteur, est-ce qu'il y aura une suite ? Une suite directe, je ne pense pas. Il y aura peut-être spin-off, dans le sens où il y a des ellipses temporelles assez longues. Dans la troisième partie, la protagoniste Naxila disparaît pendant une dizaine d'années. Et pendant cette dizaine d'années, il lui arrive énormément de choses que j'ai pas couché sur le papier, mais que j'ai en tête. Et éventuellement, je prendrai peut-être le temps de les écrire. Mais une suite directe à la fin de Rief, c'est pas prévu. Par contre, peut-être que d'autres histoires y seront liées, et peut-être qu'une suite pas franchement directe existera. Et alors, j'en dis pas plus. Qui est Rief ? Alors, Rief, c'est un nom de famille. C'est à la fois Laës et Naxila. Donc Laës, Rief, né en 1996. Là encore une référence, puisque c'est mon année de naissance. Oui, voilà. En plus, bêtement. C'est un peu biographique alors, autobiographique ? Absolument pas. D'accord. Heureusement pour moi d'ailleurs, puisque si j'avais fait un dixième de ce qu'il avait fait, je serais en prison à perpétuité. Et on ne raconte pas ce qu'il a fait, hein. On laisse les gens décider et se faire leur propre avis sur ce qui est bien ou mal de ce qu'a fait Rief. Il n'a pas fait que des bonnes choses apparemment. Clairement pas. La Donc, question c'est est-ce qu'elle s'était justifiée ou pas dans son contexte. Voilà, Il y a donc aussi ça à se poser la question quand on ça, dit il faudra nous le dire. Vous nous le dites sur Facebook et puis aussi sur le Facebook. Et vous êtes sur les réseaux sociaux pour oui. Tout à fait. Donc j'ai un compte personnel bien sûr et un compte, une page d'auteur. Donc Bastien Jardot, tout Voilà, simplement. Bastien Jardot, et donc vous pouvez le suivre et donc lui poser toutes les questions que vous voulez pour savoir si jamais vous n'avez pas compris quelque chose. Par exemple, Corentin, il a une question, je crois, il a pas trop compris ou elle a pas aimé une histoire d'amour. C'est pas que je l'ai pas t'as pas aimé, c'est accroché. que je l'ai un peu senti venir, mais après quand on en discutait, il reste assez secondaire dans l'histoire, c'est pas le point clé. Ça, même si ça fait plaisir de l'avoir, mais pour moi, mais en même temps qui adore ce genre de bouquin, donc j'en ai lu des tonnes, Oui, non mais elle était très prévisible en fait. très prévisible. Bon, qu'est-ce que vous répondez, Bastien ? Je réponds que ce n'est là pour le coup, étant donné que c'est pas un enjeu principal, c'est pas gênant. C'est vrai qu'on la voit venir. Non, On la voit ça bien pose pas venir. de problème sur la trame vu que c'est pas si important. En plus, enfin, je dis on la voit bien venir. Il y en a deux finalement scènes sentimentales, vraiment. La première, on la sent venir puisqu'on sent dès le début qu'il y a un intérêt de Laës pour la jeune fille. Et la deuxième, on sent là aussi qu'il y a un certain intérêt de l'un pour l'autre. Donc, étant donné que c'est un roman à la première personne, les sentiments forcément du personnage influencent l'écriture, etc. Donc ce qui doit se passer se passe et on le sent venir. Voilà, donc on sent bien venir un petit peu. C'est téléphoné toutes les actions du livre ou pas, Corentin ? Alors non, en fait, là, sans révéler l'histoire, il y a beaucoup de moments, pour les amateurs de fantasy et tout ça, on va se dire « Oh, ça a l'air assez classique ». Et en effet, on va se dire « Bon, c'est du classique, c'est très bien fait, mais ça reste classique ». Et là, on va arriver sur la chute, et là, on va se dire « Ah non, ça, c'était pas classique du tout ». Donc on a beaucoup de situations qui vont paraître très classiques, et qui, à la fin, vont complètement sortir de l'ordinaire. Et alors, Corentin, c'est quoi le style Jardot ? Alors Est-ce qu'on peut définir un style à partir d'un seul bouquin, même s'il fait 539 pages ? Bah oui, quand même. Je sais pas. Non, je sais pas parce que c'est... Comment on pourrait décrire ? C'est une très belle histoire. Déjà, je soulignerais que c'est très bien écrit pour un roman à la première personne. C'est quand même pas un style facile à écrire. Écrit au passé composé, on va le signaler, c'est pas un style d'écriture qu'on utilise souvent aujourd'hui. Donc c'est un style qui va être sur l'originalité quand même, mais très bien fait. Franchement, pour un premier bouquin, ça met déjà la barre très haut. Voilà, donc il faudra, voilà, c'est la pression là par contre. Hein. Ce qu'il dit, c'est qu'il faudra faire au moins mieux que Pas Rief. forcément mieux, mais si on reste dans ce style-là, ça pourra être que bien. Voilà, que bien. Bon bah voilà. Donc Corentin, par contre, tu dis souvent, il faut pour les amateurs de fantastique, pour les amateurs. Est-ce que ceux qui n'ont jamais lu de fantastique peuvent commencer peut-être avec Ah Rief ? oui. Ça pourrait peut-être être un peu compliqué au début D'accord. de se lancer dans l'histoire.
Mais oui, je pense que des personnes qui ne sont pas, qui ont jamais. Dans le micro, c'est mieux. Hein. Oui, c'est sûr. Si je Sinon, parle à les gens côté, ça va t'entendent être pas, c'est bizarre. un peu dommage. Non, quelqu'un qui n'en a jamais lu et qui veut tester, je suis sûr qu'il pourra très bien apprécier ce bouquin. D'accord. Mais c'est vrai que le début pourrait être compliqué. Bastien? J'ai eu une critique là-dessus. En fait, la première partie avait été auto-éditée. Donc, j'avais eu quelques lecteurs. Et j'avais un peu forcé une amie à moi à le lire. Elle l'avait lu. Et, la critique telle quelle, elle me le disait. De base, je serais pas allé vers ça. C'est pas mon style. Mais comme c'était du Bastien, je l'ai lu. Et elle m'a dit en fait c'est de la science-fiction mais pas trop, et t'as pas écrit forcément du fantastique, t'as écrit du Bastien, et finalement ça m'a quand même plu. Et j'avais bien aimé le fait qu'on me dise c'est de la science-fiction mais pas trop, parce qu'effectivement dans la première presque moitié, premier tiers disons, je trouve que le côté science-fiction est pas si marqué que ça, et petit à petit on bascule, vraiment on tombe dans tout le futuriste et dans tous ces aspects, et ça devient de plus en plus prenant. Mais c'est assez progressif, j'ai essayé de faire ça assez progressif, pour que justement les non-initiés puissent rentrer dedans. Voilà. Que ce soit pas trop compliqué pour les initiés. Voilà. Autre chose à rajouter, Corentin, sur ce livre? Il y a beaucoup de choses. Hein. C'est ça, il y a adoré, énormément de choses, et puis ce serait très compliqué de le décrire sans spoiler l'histoire. Donc on va éviter quand même pour le lecteur. Je dirais qu'il laisse beaucoup place à l'imagination du lecteur. C'est-à-dire qu'on n'est pas assailli, malgré la quantité de pages, sur une foule de détails descriptifs sur les lieux, sur les personnages et tout ça. Ça reste très libre à l'imagination du lecteur. On peut on a la description globale, mais le reste, on l'imagine nous-mêmes en le lisant. Voilà. C'était la petite critique de Corentin. Il m'a dit, quand on a préparé l'émission cet après-midi, il m'a dit, j'ai dit, t'as fait une critique du livre, on reçoit quand même l'invité. Il me dit, non mais attends, j'ai eu trop de mal. La critique, Non, c'était là, c'est vrai que très compliqué d'en faire une chronique critique. de ce livre a été très compliqué pour moi, je dois l'avouer. Alors pourquoi ça a été compliqué, Corentin? Raconte-nous quand même. D'un, parce que l'histoire est quand même assez vaste et assez complexe. Mhm. Dans un style d'écriture que j'ai pas encore vraiment eu le temps de faire dans mes autres chroniques. Oui. Aussi, donc nouveau style. Et que quand je fais mes chroniques, quand c'est des livres que j'ai lus, je lis 2 fois le bouquin pour faire la chronique. Une fois pour imprégner l'histoire, une fois pour faire l'analyse. Ah oui. J'ai pas eu le temps de faire la deuxième lecture. Pour la petite histoire, bon, le livre est sorti il y a 15 jours, c'est ça. On l'a reçu 2 jours avant la sortie, je crois. Quelque chose comme ça. Donc oui, ça paraissait compliqué forcément de... Voilà, j'ai eu le temps de faire la première livre, lecture, mais faire la deuxième lecture d'analyse que je fais sur les livres que moi je lis pour la chronique, j'ai pas eu le temps. Et en plus, tu lis beaucoup, toi, Corentin. T'es sur plusieurs livres là en ce moment. Ah bah oui, j'essaye toujours de lire plusieurs livres. Bon, pas... Et bah vas-y, tu lis quoi? Là en ce moment je suis sur Origins, le dernier roman de Dan Brown. D'accord, bah voilà. Dans la suite de Da Vinci Code, Angers Démon, Ah ouais, Le symbole ok. perdu. Et Bastien, vous lisez quoi à côté de Rief? Pour l'instant je ne lis pas, j'écris, mais pour le plaisir je pense me refaire les Harry Potter prochainement. D'accord, ouais. Possiblement même en anglais si le courage y est. Et une de mes sagas préférées que je me refais avec plaisir, c'est l'univers d'Ewilan par Pierre Bottero. Donc les mondes d'Ewilan, les quêtes d'Ewilan et Elana. C'est 3 trilogies qui sont vraiment excellentes, et s'il y a des amateurs de fantasy, vraiment foncez, lisez ça. Mais je dirais bien les yeux fermés, mais c'est compliqué. Oui, forcément. Mais faut surtout pas hésiter. Pierre Bottero a aussi écrit d'autres choses comme la saga L'Autre, qui est assez bien reconnu, et c'était un homme très très sympa et un très bon écrivain, et ses travaux méritent d'être connus. Bastien, vous êtes auteur de livres, mais forcément vous avez été inspiré par d'autres auteurs de livres. Lesquels? Forcément, on va pas passer à côté, il y a Tolkien. D'accord, Tolkien, rappelez, Corentin, Tolkien. Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Voilà, Là, ok. C'est ça, pour citer son pour ouvrage. citer l'ouvrage de référence. Bon voilà, quand alors vous le voyez pas, on est en radio, mais que quand Corentin parle de Tolkien, il y a des étoiles dans les yeux et il pleure à moitié. Non, c'est non, un mais- gros modèle pour toi. Ah, pour moi, c'est la référence dans son domaine, la référence dans mon style aussi de ce que D'accord. j'écris. Donc, Bon, voilà, Tolkien. Autre chose, Bastien? Justement, Pierre Bottero, Ok. qui a fait ça très très bien. Il y a, je ne me souviens plus qui a créé ça, mais l'univers de l'Enfeust, où les personnages naissent avec un pouvoir, c'est une BD.
Il y a eu plusieurs tomes de l'Enfos. Il y a beaucoup de BD de fantastique. Hein. C'est ça. Ouais. Et je lisais ça, c'est quand vachement j'étais- imagé. Hein. C'est ça, quand j'étais gamin, je lisais, et le fait que les gens naissent tous avec un pouvoir différent, c'était des fois très très loufoque, des fois très utile, et c'est quelque chose dont je me suis resservi. Sinon, on va y avoir des dessins animés, des jeux, Avatar le dernier maître de l'air, Final Fantasy. Il y a beaucoup d'influences pour créer le personnage, pour créer l'univers, pour créer même la mythologie qui l'entoure, etc. Donc je saurais même pas tous les citer. Comme Corentin l'a très bien dit, j'ai eu une influence assez involontaire, c'est X-Men. On m'a fait la remarque, et c'est vrai qu'une fois qu'on me l'a dit, je me suis dit oui, effectivement, ça peut y faire penser, et pourtant c'était pas du tout voulu. Donc Et par contre, il y a des références que vous avez voulu absolument mettre. Apparemment, il y a une phrase de Barbara, la chanteuse. oui, j'ai placé une phrase de l'Aigle Noir. Alors, voilà, laquelle? Un beau jour ou peut-être une nuit, ça embraye sur le reste du... Ah bah voilà. C'est assez proche du début. Bah oui. Bon bah voilà, la Barbara, comme quoi ça va très loin le fantastique selon Bastien Jardot. Voilà, donc autre question peut-être à poser à Bastien. Corentin, t'avais quelque chose toi hein? Il y a une question qu'on va poser à peu près, je crois, à tous ceux qu'on recevra, mais est-ce que tu cherches à transmettre quelque chose de particulier à travers ce livre ou les autres que tu as en projet? De plaisir. C'est ça, c'est ce Ouais. que j'aurais dit. Ouais, non, en mais soi, y a- du voyage, un peu de répit, comme je disais, de la réalité. C'est vraiment le but, c'est de sortir, de se mettre dans un autre monde, dans un autre univers, et se laisser emporter. Est-ce que c'est une façon aussi pour vous de vous transporter ailleurs en écrivant aussi hein? Complètement. Pour moi, l'écriture est essentielle parce que la liberté est essentielle, et quand on écrit, on est libre. C'est aussi simple que ça. Voilà, je pense que ça peut être la première citation de Bastien Jardot. Quand on écrit, on est libre. Et je pense, c'est vrai en plus. C'est vrai, pas- c'est c'est pas vrai faux. parce que... Au moins, personne ne peut nous empêcher d'écrire, hein. Ça c'est sûr. Après, d'éditer et de publier ça, c'est ça encore reste autre chose. encore à... Mais en tout cas, tout le monde peut écrire ce qu'il veut. Voilà. Donc d'autres projets, Bastien, là, bientôt? Bientôt, je ne sais pas. On va déjà voir, on va se concentrer sur IF, éventuellement sa promotion, sa vente, et tout ce qui l'accompagne. Ouais. Mais j'ai un roman que j'ai terminé, donc un univers médiéval fantasy, avec magie. Et alors là, c'est beaucoup plus compliqué, puisque on est dans le passé. Donc, il faut On est dans le rester passé. dans des cordes. Mais justement, c'est un point de rencontre entre le progrès technologique et la magie. Et justement, c'est le thème principal du roman qui est entre l'affrontement, entre la magie, qui est finalement soutenue par les jeunes, et des plus anciens qui sont pour le progrès. Et c'est tout le. Ah, ça fait un toute la base peu... du roman. Un peu contraste par rapport à ce qu'on pourrait supposer. De voir Exactement. plutôt les vieux sur la tradition magique et les jeunes sur la technologie, et là on a totalement l'opposé. C'est ça. Et il est terminé, enfin, le premier jet est terminé, la relecture va suivre, les corrections qui devront être faites seront faites, et peut-être ensuite à l'édition. Oui, bah oui, c'est vrai que... En espérant qu'il sera édité, déjà voir le succès que je te souhaite, que vous souhaite pour les chroniques de Depuis Micheli. le début de l'émission, tu le tutoies. Oui, donc non mais c'est ça, mais je sais jamais. ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Donc déjà espérer un bon succès pour ce livre qui le mériterait en tout cas, selon moi. Merci. Bon bah voilà, bonne critique hein, pour l'instant. D'autres bonnes critiques comme ça des médias à part Radio Campus Rouen? Des médias pas encore. L'Armitière a refusé ma demande, Ah mais bon, c'était désolé. prévisible. L'Armitière, c'est une grosse structure et je ne suis Ouais, pas bah. grand. Mais à part ça, j'ai prévu de contacter différents médias, etc. Donc je vais faire mon Bastien. Ceux qui me connaissent savent que quand je décide de faire quelque chose, je lâche pas. En même temps, je pense qu'il faut pas lâcher parce que quand on a un livre comme celui-ci, moi je le dis, hein, j'ai pas tout lu entièrement parce que j'ai beaucoup de travail. Je reçois un groupe demain, je reçois des associations le lundi. J'ai énormément de travail donc je peux pas tout lire d'un coup. Mais en tout cas, je reconnais le travail qui est assez important. Corentin, lui, il l'a lu en entier. Il a dit que c'était génial et je lui fais confiance parce que là-dessus, si jamais ça avait été nul, il l'aurait dit. donc vraiment. Et donc faut aller le lire en tout cas. Rief, ça s'appelle les Rief, les chroniques de Muchoni, c'est aux éditions Les Mots qui trottent. Il faut le lire, prenez le temps que vous voulez, mais lisez-le une fois, deux fois pour bien comprendre. Je pense qu'en une fois on peut peut-être pas tout comprendre, Corentin. Ça peut être compliqué. Voilà. Ça peut être compliqué de saisir toutes les subtilités de l'histoire si on ne lit qu'une seule fois. C'est surtout dans les détails. Ouais, il y a quand même... L'histoire principale, si on parle en termes de jeu, la quête principale,
est pas forcément si complexe, mais il y a beaucoup de détails qui vont l'accompagner, qui vont la rendre possible, de détails historiques dans l'histoire des personnages, dans leur passé. Et c'est ces choses-là qui vont être un peu plus subtiles. Et alors, une question qui me vient comme ça veut dire quoi, Muchoni? Alors, nouvel aveu. Il y a de cela plusieurs années, quand j'étais plus jeune, donc, mon père a décidé de me surnommer Muchon. D'accord. Et j'ai tout simplement repris mon surnom. Ok, et donc Muchon, ça veut dire quoi Ça ne veut rien dire. Monsieur Jardot, s'il nous écoute. J'ai demandé confirmation au patriarche et non. Muchon n'a aucun sens. Voilà, donc de Muchoni, bah ça n'a aucun sens. Les chroniques n'ont aucun sens. Non, en soi, Muchoni, c'est le nom de la planète. Ouais, du coup, ouais, Muchoni, vous avez mis, ça. du coup, bon bah voilà, la planète Bastien Jardot. Voilà, donc le monde de Bastien Jardot, je pense que c'est un monde qu'il est en train de créer autour de lui, et je pense que ça va faire parler à un moment donné, je le sens. En Voilà. tout cas, il y a le potentiel pour. Il y a le potentiel, donc il faut y aller, il faut aller voir toutes les librairies qui nous écoutent, faut l'éditer, il faut le vendre, c'est important. Et aux lecteurs, aux auditeurs, lisez-le, achetez-le. Voilà, Parce donc que s'il est publié mais que personne l'achète, ça sert à rien. bah bien sûr, oui, c'est sûr. Donc voilà, on pourra peut-être en faire gagner un ou deux à la radio, un ou deux, ou on verra. On va s'arranger avec l'édition pour en faire gagner à nos auditeurs. Alors voilà, si envoyez-nous des messages si vous voulez faire gagner, et puis on va en faire gagner. Voilà, si vous voulez gagner un livre comme ça, faut le faire découvrir. Hein. C'est important. Donc voilà, on peut poser une question. Alors. Le jeu, il est sorti comme ça. Là, ça sort de nulle part, ce jeu. Donc, c'est de la totale improvisation. Oui, mais c'est pas la première fois que tu nous fais ça, Hambourg. Tu nous as fait la même pour ton émission spéciale Halloween. Donc voilà, je fais ça tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... quelle est la question qu'on pourrait poser aux gens qui nous écoutent pour qu'ils gagnent le livre Rief, les chroniques de Muchoni? Après tout, Bastien, une question sur l'univers fantastique, pourquoi pas? Une question sur l'univers fantastique. Oula. C'est vaste, il y a beaucoup de questions qu'on pourrait poser. Une question. Corentin, est-ce que tu me viendrais en secours? C'est tellement vaste cet univers. Bastien, il va bientôt faire des contrôles, hein, donc il faut s'habituer aux questions. Hein, futur professeur. Il faudrait un truc assez ciblé, mais qu'en même temps des non-amateurs de fantastique pourraient connaître. D'accord, on va poser la question, combien y a-t-il eu de Seigneur des Anneaux? Bon voilà, tu peux terminer sur un tirage au sort là. Eh bah oui, c'est le but, hein. Faut que les gens participent, et puis après combien de tirera tomes au dans le sort, Seigneur des Anneaux? Bonne question. Celui qui a gagné, voilà, combien y en a-t-il eu? 1, 2, 3, 4, 5, 18, 27, 157. Voilà, donc dites-nous, et voilà, vous pourrez gagner le livre Rief, chronique de Muchoni, et voilà. Bonne fin de soirée sur Radio Campus Rouen, l'émission touche à sa fin. Merci à Bastien. Autre chose à rajouter, Bastien, sur le livre? On a été assez approfondi, je crois. Hein. Oui, je rajouterais juste Allez-y. le prix. Ah, Le nerf de la guerre. Le prix est de 16 € donc. oui. Pour Ça, le tout. Pour un bouquin de 539 pages, c'est plus que raisonnable. Oui, voilà, c'est très 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 raisonnable. Donc voilà. Allez-y, vous procurez ce livre, c'est hyper important. Vous jouez avec nous pour le remporter. Et puis voilà. Bonne soirée à tous. On se quitte avec de la musique. Bonne soirée et à bientôt sur Radio Campus Rouen. Restez connectés 92.9. Ou alors radiocampusrouen.fr. Nous étions avec Bastien Jardot qui a écrit les chroniques de Muchoni, Rief, et Corentin qui fera une chronique de livre la semaine prochaine, puisque du coup on n'a pas eu le temps. Ah bah non, mais là, il y avait trop à dire. Voilà, il y avait trop à dire sur ce livre. Merci Bastien d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne soirée sur Radio Campus Rouen.